Oui, parce que je crois que l'un comme l'autre ont été complètement dépassés par la légende qu'ils ont fini par incarner. J'ai tendance à considérer le facteur cheval, Ferdinand Cheval, comme un génie et qui du coup ne correspondait pas à la pensée de ses contemporains, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait peut-être quelqu'un qui l'aurait compris. Ferdinand Cheval était facteur à Haute-Rive et le village à côté, Tersanne, il faisait chaque jour une tournée qui faisait entre 32 et 42 km à pied, il traverse des rivières, des forêts, et il dit qu'est-ce que fait un homme seul en marchant toute la journée? Il rêve. Et lui a commencé à rêver d'un palais imaginaire, d'un palais de fées, comme il l'appelle. Ce qu'on dit peut-être assez peu sur Ferdinand Cheval et sur Sarah Winchester, c'est qu'ils sont architectes de leur propre projet. On pourrait peut-être dire qu'on est face à deux mœurs absolument extraordinaires, que ce soit celle du facteur cheval ou que ce soit celle de Sarah Winchester. Sarah Winchester est née en 1839 aux États-Unis. On sait qu'elle est née à New Haven, qui est une petite ville qui est située sur la côte est des États-Unis, et qu'elle a fait, chose rare plutôt vu l'époque, qu'elle a fait un mariage d'amour avec un certain monsieur qui s'appelait William Winchester. Et le père de William Winchester a créé une entreprise qui a eu énormément de succès et qui a totalement popularisé la carabine Winchester. On est dans une période qui est très dure. Le facteur commence le palais en 1879. Il y a encore des vagues de famine à cette époque. Les gens ne savent pas forcément lire ou écrire. L'école n'est pas obligatoire. On meurt jeune, donc en fait, globalement, on essaye plutôt de survivre. Sarah et William font un mariage d'amour, mais très vite ils sont rattrapés par le destin puisque William était tuberculeux, il mourra alors qu'il avait à peine 40 ans. Donc un deuil très dur pour Sarah qui surviendra peu de temps après un autre deuil encore plus dur qui est la perte de leur enfant unique, Annie, qui est morte alors qu'elle avait juste 6 semaines. Et au milieu de ce contexte très dur, alors que lui vient de perdre sa première épouse, de perdre son premier enfant à l'âge d'1 an, son deuxième enfant est placé dans une autre famille chez son parrain, puisque lui ne peut pas l'élever seul. Il commence à rêver d'un palais imaginaire qu'il construit d'abord dans sa tête, qu'il dessine, jusqu'au jour où il trébuche sur une pierre à la forme extraordinaire, qui va lui donner le déclic du commencement de cette construction. Il y a un homme, facteur, qui va construire un édifice qui n'a aucune utilité et qui va vouloir en plus l'animer de choses, de l'eau, de faire des fontaines au moment où l'eau, ça sert simplement à boire. Et encore une fois, on est dans une notion d'utilité et de survie. Et là, on a un monument extraordinaire qui devient un musée du monde, qui devient le reflet d'une pensée. Sarah Winchester, qui est vraiment l'exacte contemporaine de Ferdinand Cheval, se retrouve à peu près au même âge que Ferdinand Cheval, puisqu'elle a la quarantaine quand elle arrive en Californie. Elle commence à construire cette maison en 1886, donc à peu près à quelques années près. On est toujours à quelques années près quand on parle de Sarah Winchester et de Ferdinand Cheval. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? On ne sait pas trop. Elle fait le choix, alors qu'elle a 45 ans à l'époque, de traverser entièrement les États-Unis, donc de quitter la côte Est pour se retrouver en Californie et s'acheter une petite maison, vu son train de vie, puisque cette maison n'avait que 8 pièces. Et au fil du temps, ce ranch de 8 pièces va donc devenir cette maison de 160 pièces. Donc petit à petit, elle ajoute comme ça une pièce à gauche, à droite, et puis un étage, et puis à cet étage, elle va agglomérer après une autre pièce, une petite chose qui va devenir au fil du temps assez énorme et totalement labyrinthique dans sa conception. On compte plus de 160 pièces sur 4 étages. Le palais idéal, il commence par une fontaine dans son potager, qui est un petit potager dans lequel il conçoit cette grande fontaine de pierre qui lui prend 2 ans de construction. Et après,
De la même façon, il va acheter les parcelles attenantes et en fait le palais va grandir par côté puis par l'arrière et va grossir autour d'un noyau central qui est cette fontaine. Et donc déjà dans la construction, il y a un premier rapprochement entre les deux. C'est pour ça qu'on avait vraiment envie qu'ils se rencontrent, parce qu'on est face à deux créateurs qui ne se connaissaient pas, qui vivent chacun à un coin de la planète, mais qui sont portés l'un et l'autre en fonction de leur milieu social, de l'argent qu'ils avaient ou pas, par un rêve qu'ils veulent absolument réaliser. Et c'est pas un rêve d'une journée, c'est en effet un rêve qui va s'étaler sur des décennies. On va leur coller une image qui n'est pas la réalité, mais qui va perdurer, qui perdure encore. Hein. Là, on parle d'histoires qui ont plus d'un siècle maintenant. Qui a besoin d'avoir plus de 160 pièces pour soi tout seul? On dit même que la maison, à un moment donné, faisait 7 étages, qu'il y avait plus de 500 pièces. Donc, qu'est-ce qui poussait cette femme seule à construire quelque chose qui n'était pas utile non plus? Et ça fait partie des éléments qui ont fait que le voisinage s'est aussi beaucoup questionné sur cette maison et sur la santé mentale de cette femme. Sarah Winchester est très connue aux États-Unis pour tout le monde. On va la qualifier de folle, de spirit, et jamais quelque chose de positif qui pourrait correspondre à une grande réflexion autour de la construction de cette maison. Et peut-être que le facteur, lui aussi, a été dépassé par sa légende. Oui, totalement, puisque c'est à peu près les mêmes mots qui reviennent sur la folie. On en a fait une sorte d'Huluberlu qui, touché par la grâce ou on ne sait quoi, conçoit ce palais sans savoir ce qu'il est en train de faire, alors qu'il a une idée très précise de là où il va. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des architectes de l'étrange? C'est que l'un et l'autre construisent quelque chose qui ne ressemble à rien du tout, enfin en tout cas qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, que ce soit donc Ferdinand Cheval avec son palais ou que ce soit Sarah avec cette maison qui n'a absolument pas son équivalent dans son voisinage. Il n'y a rien qui puisse être équivalent à ce qu'elle a construit. Le palais du facteur Cheval, c'est d'abord une tombe, mais ça devient ensuite un musée du monde, et ce musée du monde, le facteur va décider de l'ouvrir au public. Et il va décider de partager tout ça avec ses visiteurs et du coup avec le monde entier. C'est à la fois quelque chose qui est proprement lié au partage d'une connaissance, qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert sur les autres, et tellement ouvert sur les autres que c'en est un message de fraternité. Et quand il inscrit sur une des colonnes pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous. C'est quand même un message qui est envoyé à travers les siècles à l'univers, et c'est quelque chose qu'on peut encore partager aujourd'hui au Palais Idéal. Je pense que l'un comme l'autre se sont quelque part affranchis de leur entourage, de leurs conditions sociales, de ce qu'on attendait d'eux, pour enfin faire ce qu'ils avaient envie de faire. Elle a réalisé son rêve, comme Ferdinand Cheval, en construisant une maison à la hauteur de ses envies, de ses désirs, et sans aucune limite. Ils deviennent l'image de fantasmes, d'une idée de la liberté aussi, de plein de choses comme ça qui se véhiculent autour d'eux et qui ouvrent le champ à la littérature, qui ouvrent le champ au cinéma, et voilà. Et ce qui les ancre encore plus dans la culture populaire. C'est une source de fantasmes, de projections, et c'est tout à fait propice à créer après un nouvel univers de création. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec l'exposition. Mais du côté de Ferdinand Cheval, c'est la même chose. C'est frappant de voir à quel point il a pu inspirer un nombre d'artistes inimaginable. Elle avait cette envie de découvrir de nouveaux matériaux. Quand on va dans cette maison, il y a différents types d'espèces de bois, il y a des vitraux extraordinaires, il y a plein d'essais, plein de tests. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette accumulation de pièces et à chaque fois une sorte de nouvelle expérience de création. Effectivement, le facteur, il est désormais considéré comme un précurseur du béton armé parce qu'il met des tiges en métal dans la chaux, qu'il vient tisser des maillages pour créer une structure au bâtiment, qu'il fait des essais
également de matériaux et de couleurs, parce qu'on imagine souvent le palais monochrome alors qu'il est polychrome. Ils étaient profondément expérimentaux. Ils ont été enfermés quand même, je trouve, l'un et l'autre dans une légende qui les a dépassés. Quand les journalistes ont voulu visiter sa maison et ont voulu l'interviewer, peut-être que si elle avait ouvert sa maison, les gens auraient vu que c'était une femme qui était tout à fait saine d'esprit. Il y a un des descendants de son majordome qui raconte que donc son père avait dit à Sarah « mais vous avez entendu tout ce qu'on dit sur vous », ça la faisait rire. À la différence, le facteur, lui, répond à des interviews, il reçoit des journalistes, il fait des visites. Et pour beaucoup, ça reste le palais du fou et c'est quelque chose qui va devenir un mythe d'une certaine façon et qui perdure encore aujourd'hui. Donc peut-être que même de son vivant, on ne peut pas changer l'histoire qu'on nous écrit. Ici, grâce à cette exposition, ce qu'on met en valeur, c'est ce qu'elle est réellement pour moi, à savoir une architecte de l'étrange. Et pour moi, c'est comme une réhabilitation, qu'elle puisse être invitée au Palais Idéal. Donc enfin, Sarah Winchester est au milieu des gens qui lui ressemblent et elle est accueillie, un siècle après, mais c'est pas grave, par Ferdinand Cheval, et je trouve ça extrêmement beau et touchant. C'est aussi pour nous réhabiliter le facteur qui n'était pas ce fou, qui n'était pas ce pauvre fils de paysan comme certains l'ont écrit. Donc même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils ne se sont jamais vus, nous on croit, je crois fermement au fait qu'en ce moment ils sont en train de dialoguer et que leurs deux univers en tout cas se rencontrent le temps d'une exposition. Oui, et qu'ils auraient trouvé l'un et l'autre quelqu'un qui les aurait compris. Voilà.